Donc, c'est très compliqué d'expliquer aux Congolais que, pour l'instant, quel que soit celui qui veut être président dans ce pays, vous aurez du mal à avoir un président robuste tant que vous passez le temps à vous battre entre vous plutôt que de mettre dehors ceux qui sont en train de vous humilier. Oui, et je me suis d'ailleurs trompé sur les ressources minières totales encore inexploitées du Congo. Le chiffre qui fait consensus donne le tournis, c'est 24 000 milliards. 24 000 milliards. Certains analystes parlent davantage de 50 à 70 000 milliards, trillions en anglais. 24 000 milliards, pour vous donner une idée, le PIB de toute l'Union européenne en 2023 était de 17 trillions d'euros, donc 18,35 trillions de dollars, et la dette totale de l'Union européenne est de 14 000 milliards, donc contre 24 000 milliards. Ça veut dire qu'il y a de quoi effacer au Congo, au minimum, il y a de quoi effacer la totalité de la dette européenne. Un seul pays d'Afrique a en réserve inexploitée. Je parle même pas donc parce que là on parle pas de PIB. Quand on sort des ressources minières, bien sûr, on a des produits dérivés, on a des futures, on a des produits financiers, on a du secteur assurantiel, les services, etc. Donc les richesses totales qui pourraient être produites sur ces 24 000 milliards sont très supérieures à cette simple valeur. On pourrait même les estimer plutôt à 100 000 milliards. Donc il y a de quoi rembourser la totalité de la dette européenne plusieurs fois. Et du coup, ça nous pose vraiment la question de savoir pourquoi le Congo n'est pas dans une situation comparable au Qatar, puisque, après tout, les réserves pétrolières de l'Arabie Saoudite, qui, je le rappelle, les réserves pétrolières initiales de l'Arabie Saoudite sont de l'ordre de la taille du lac Léman. Initial, bien sûr, beaucoup ont été extraites et vendues depuis, mais quand l'Arabie Saoudite commence à extraire du pétrole dans les années 20, eh bien, ces réserves totales sont au moins de l'ordre du lac Léman. En volume de pétrole, et en plus un pétrole qui a besoin de très peu de raffinage, qui est sweet et light. Bon, l'Arabie Saoudite est extrêmement riche, le Congo ne l'est pas. Donc, dans quelle mesure, en effet, on pourrait avoir une situation où la RDC serait le pays le plus riche d'Afrique, avec un secteur, ce que le Rwanda a tenté d'être, on l'a souvent appelé la Suisse de l'Afrique, ce qu'il n'est pas. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus malheureusement l'île Maurice qui l'est en termes de services financiers, de par d'ailleurs son caractère excentré. Comment la RDC peut être l'Arabie Saoudite de l'Afrique ? Bon, écoutez, il faut déjà, ce que vous dites là est très important parce qu'il y a un géologue belge à l'époque qui disait que le Congo était un scandale géologique. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez comme minerai, eh bien, vous pouvez le retrouver très facilement en République démocratique. Du tantal, du colorier, tout, les plus grosses réserves de cobalt au monde. Mais l'uranium qui a servi à la fabrication de la bombe atomique américaine l'uranium est venu du Congo, était vendu par une entreprise belge qui a pris des stocks qui ont été déposés à New York lorsque les États-Unis étaient dans une situation d'angoisse, parce qu'à l'époque, pendant au début de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une bataille entre les chercheurs et les scientifiques américains et allemands. Et Hitler, qui avait des structures de propagande très développées en Afrique du Nord, avait des chercheurs, des chimistes qui travaillaient à l'Institut Kaiser Wilhelm en Allemagne pour s'emparer de l'uranium pour fabriquer la bombe atomique. Donc, la situation était tellement anxieuse pour les pays alliés que lorsque le professeur Albert Einstein a proposé au président Roosevelt d'acheter, de s'approprier l'uranium, il lui a proposé le Congo. Le professeur Albert Einstein savait effectivement que le Congo était le pays qui était le plus à même de fournir l'uranium en quantité, je dirais, considérable. Et donc, en 42 toujours, le coltan aujourd'hui qui sert à la fabrication de nos téléphones portables et de nos ordinateurs portables, en 1942, le coltan est déjà identifié par l'administration, la haute administration américaine, et est considéré comme un produit de défense stratégique des États-Unis. Donc, si vous voulez, j'ai vu également, lorsque je faisais mes recherches, que la plupart le département d'État américain avait recensé toutes les thèses, les mémoires faites par des ingénieurs européens, congolais, africains, etc. Donc, ils ont une collection de tout ce qu'il y a, plus les recherches qu'ils ont pu faire par l'exploration des sols, etc.
ils ont une idée. Aux États-Unis, on a une idée à peu près claire de ce qu'il y a dans le sous-sol congolais. Donc, c'est un pays qui est en capacité de pouvoir résoudre tous les problèmes je dirais, de l'Afrique centrale et même une grande partie des problèmes européens. Donc, le problème, c'est que les Congolais eux-mêmes ne sont pas conscients de la valeur de ce qu'il y a dans leur sous-sol. Ils ne sont pas conscients de l'importance de leur pays sur la scène internationale. Est-ce que des accords du Kounissi congolais sont possibles? Est-ce que vous les appelez de vos voeux et qui pourrait les réaliser, ou bien est-ce que vous les récusez? Non, c'est possible. Je vous ai dit, tout est possible. Hein. Vous savez, en politique et en relations internationales, tout est possible. Le problème, c'est de savoir comment les Congolais se positionnent, eux, par rapport à ce qui leur arrive aujourd'hui. Est-ce que ils ont suffisamment confiance en leur pays, aux capacités, à leur propre capacité de pouvoir être une force de négociation très puissante au niveau de leurs partenaires occidentaux ou orientaux d'ailleurs? Est-ce qu'ils se sentent capables de faire des négociations de haut niveau sur ces questions-là? Ça, c'est aussi une vraie question, parce que quand vous venez, quand vous avez une situation comme celle que connaissent les Congolais actuellement, bon, généralement, tous les partenaires regardent vos forces et vos faiblesses. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc, c'est comme dans la guerre, d'ailleurs. Et c'est pour cela que Kagame s'amuse un peu avec les Congolais. Donc, on regarde vos forces et vos faiblesses. Si on voit que beaucoup de Congolais, parce que ça me fait toujours un peu de la peine quand je dois parler des Congolais, parce que je connais beaucoup de Congolais extrêmement brillants et talentueux et qui sont des patriotes qui veulent sortir leur pays de cette situation. Mais il y a aussi beaucoup de Congolais, mais qui malheureusement préfèrent travailler ou être des esclaves des Rwandais ou des étrangers plutôt que de défendre leur pays et pouvoir avoir 10 fois ce que les étrangers peuvent leur donner. Donc, quand vous avez affaire à cette configuration, vous voyez que les étrangers vont toujours vouloir jouer sur les deux tableaux. Ils jouent un coup avec les patriotes, un joue un coup avec ceux qui les serviles un peu faibles qui veulent manger rapidement. Eh bien, ça ne permet pas à l'État de pouvoir tirer facilement son épingle du jeu. Donc, l'équation congolaise, elle se trouve là aujourd'hui. Pour moi, si il y avait je dirais, un noyau de patriotes congolais extrêmement puissant qui travaillait très sérieusement, eh bien, il serait en capacité de pouvoir amener des partenaires. Moi, quand je parle de l'Amérique de Trump, c'est parce que Trump, c'est en fait, c'est un président qui a été un homme d'affaires. Si jamais Trump avait le Congo dans son radar, est-ce que vous pensez qu'il pourrait, dans les 4 prochaines années, quasiment résoudre le conflit et faire du Congo, mettre le Congo dans la direction d'une Arabie Saoudite africaine, ce qui aurait un impact majeur sur la totalité du continent en réalité? Oui, mais c'est pas lui qui le ferait. Il donnerait aux Congolais les moyens de pouvoir s'en sortir. Bien sûr, avec les investissements, voilà. Les investissements, etc. Et puis, pour ce qui est de la formation militaire, etc. Bon, d'ailleurs, comme Clinton a fait avec le Rwanda, parce que c'est Clinton qui a fait du Rwanda militaire, enfin des militaires rwandais, ce qui sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été capables avec les actions de guérilla qu'ils faisaient en Ouganda, ils n'étaient pas en capacité aujourd'hui de venir occuper un pays comme ça. Moi, j'ai les plans de formation qui ont été donnés aux amis. Pardonne-moi de t'interrompre, mais vous avez parfaitement recadré ma question. En fait, est-ce que Trump serait en possibilité de faire la même chose avec le Congo que Clinton a fait avec le Rwanda? Et est-ce que c'est quelque chose qu'il pourrait souhaiter politiquement? Exactement. Mais là, encore une fois de plus, lui, il serait en capacité de pouvoir le faire avec les contreparties on venait d'évoquer là tout à l'heure. Mais il faut que du côté congolais, il y ait des gens suffisamment sérieux, capables d'abord de comprendre que leur pays a besoin de sortir d'une situation de servitude et de servilité, d'occupation, comme le Rwanda les soumet actuellement à cette situation d'humiliation incessante. Eh bien, pour prendre en main. Et d'ailleurs, ils ont un autre problème, c'est que entre les opposants congolais et le président Tshisekedi et ceux qui ne veulent pas, c'est-à-dire, en fait, ils se battent entre eux pendant que leur pays est l'objet de véritables enjeux économiques.
Donc alors, là est d'abord leur véritable enjeu. Mais s'ils arrivaient... Continuez, Oui. continuez, je vous en prie. Oui, non, mais s'ils arrivaient à avoir, et c'est le président Tshisekedi aujourd'hui, c'est lui qui est au président de la République, s'il arrivait à avoir une équipe de Congolais, pas des gens qui viennent, qui lui racontent des histoires, qui mentent à gauche et à droite pour avoir un peu d'argent ici et là, mais s'il avait des gens, une équipe de gens très sérieux, très solides, qui décidaient aujourd'hui de travailler pour sortir la République démocratique du Congo de cette situation, mais ils seraient en capacité de rencontrer des hautes autorités américaines qui leur apporteraient leur contribution sur le plan financier, mais également sur le plan militaire, et mettraient le Rwanda. Et d'ailleurs, ils sont bien placés pour mettre le Rwanda en difficulté, puis c'est eux qui les ont formés. Ce sont les Américains qui les ont formés, donc ils connaissent leurs faiblesses de A à Z. Donc, ils les aideraient de façon remarquable. Mais ça nécessite d'avoir des gens sérieux, des gens déterminés et des gens qui ont le courage politique de ne pas se mettre à la périphérie quand on leur dit, écoutez, discutez avec vos bourreaux, négociez, machin, etc., qui leur disent, bon, écoutez, nous, ce que nous, on veut, c'est ça. Et à partir du moment où ils donnent leur ligne de conduite, eh bien, ils se tiennent à cette ligne-là et ils atteignent les objectifs qui sont les leurs, c'est-à-dire de sortir leur pays de l'impasse et d'une situation d'humiliation. Mais alors, si vous étiez devant le président Trump aujourd'hui, comme par exemple le ministre plénipotentiaire du Congo, de la RDC, qu'est-ce que vous lui demanderiez exactement? Quel serait le plan que vous aimeriez lui soumettre? Je sais que je vous ai pas permis de préparer cette question, mais comme ça, à l'improviste, imaginez, vous savez, c'est ce qu'on appelle dans la Silicon Valley les elevator pitch, hein, vous vous retrouvez comme ça dans un avec quelqu'un. Quel serait en quelque sorte votre elevator pitch pour le Congo? Que plaideriez-vous pour le Congo auprès du président Trump? Alors partons du principe que c'est 50 000 milliards, ce qui semble être plus probable, surtout ajusté de l'inflation dans les 30 prochaines années. 50 000 milliards de matières premières dans votre pays. Comment vous pitcheriez ça à Trump pour faire en sorte que le Congo soit le moteur d'une Afrique prospère demain? Bon, alors là, je vous dis sincèrement, je lui demanderais de sortir tous les dossiers de Kagame et du Rwanda que les Américains connaissent par cœur. Sortez-nous ces dossiers pour que le mensonge s'arrête. Parce que ça fait 30 ans que le Rwanda raconte des histoires, ment à tout le monde et impose ça dans les médias internationaux et tout le monde se plie. Sortez-nous tous les dossiers du Rwanda que vous avez dans vos tiroirs.